Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Les grandes intelligences abstraites subissent de ces puérilités. Le philosophe aperçut dans un éclair d'angoisse sa malle ouverte, son linge emballé, les papiers nécessaires à ses travaux actuels mis auprès de ses chemises, sa montée en fiacre, le tumulte de la gare, le wagon et les grossières promiscuités du voisinage, l'arrivée dans une ville inconnue, les détresses de la chambre d'hôtel sans les soins de mademoiselle Trapenard qui lui étaient devenus nécessaires, quoiqu'il l'ignorât, comme à un enfant. Ce penseur si héroïquement indépendant qu'il eût marché au martyre à une autre époque pour ses convictions avec la fermeté d'un Bruno ou d'un Vanini, se sentit devant l'image de ces médiocres tracas saisi d'une sorte de détresse animale. Il se vit introduit dans la salle d'assises, contraint de répondre aux questions d'un président, en présence d'une foule attentive, et cela sans avoir, contre sa timidité native, un point d'appui dans une idée. C'est la seule racine d'énergie pour les spéculatifs purs. « Je ne recevrai plus aucun jeune homme », conclut-il, profondément troublé par ses prévisions. « Oui, je condamnerai ma porte dorénavant. Mais ne devançons pas les faits. Peut-être n'aurai-je pas à traverser cette corvée et tout est-il fini. » Fini. Et déjà le bourgeois casanier cédait la place dans ce monologue intérieur au second des trois personnages cachés dans le philosophe, à l'écrivain d'ouvrages discutés avec passion par le public. Fini. Envers le moi qui va et qui vient, qui habite rue Guy de la Brosse, et que cela ennuierait ferme de partir comme cela pour l'Auvergne en hiver et si bêtement, soit. Mais envers mes livres et mes idées, quelle étrange chose que cette haine instinctive des ignorants pour des systèmes qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Un jeune homme jaloux tue une jeune fille pour empêcher qu'elle en épouse un autre. Ce jeune homme a été en correspondance avec un philosophe dont il étudie les ouvrages. C'est le philosophe qui est le coupable. Et me voilà devenu matérialiste, moi qui ai démontré la non-existence de la matière. Il haussa les épaules, puis une nouvelle image traversa son souvenir, celle de Marius Dumoulin, le jeune professeur du Collège de France, l'homme qu'il détestait le plus au monde. Il vit en même temps, comme si elles eussent été là, écrites devant lui dans une revue bien pensante, quelques-unes des formules chères à ce défenseur attitré du spiritualisme. Les funestes doctrines, le poison intellectuel distillé par des plumes que l'on voudrait croire inconscientes, le scandaleux étalage d'une psychologie de réclame et de corruption. Oui, se dit Adrien Sixte avec amertume. Si celui-là ne relevait pas ce hasard qui fait d'un de mes élèves un assassin, il ne serait pas lui. C'est la psychologie qui aura tout fait. Il convient d'ajouter que Marius Dumoulin avait, lors de la parution de l'Anatomie de la volonté, signalé dans ce livre une grave erreur. Adrien Sixte avait fondé un de ses plus ingénieux chapitres sur une soi-disant découverte d'un physiologiste allemand admise par lui comme vraie, et qui venait d'être démontré inexact. Peut-être Dumoulin, dans sa critique de l'ouvrage, soulignait-il cette inadvertance du grand analyste avec une âpreté d'ironie par trop irrévérencieuse. Toujours est-il que Sixte, qui ne répondait jamais aux critiques, avait voulu répondre à celle-là. Tout en avouant la surprise de sa bonne foi, il avait établi sans peine que ce point de détail n'intéressait pas l'ensemble de sa thèse. Seulement il avait gardé contre le spiritualiste une inexpiable rancune de savant et d'autant plus forte qu'il pouvait la mettre sur le compte du mépris pour un triste caractère. Dumoulin ayant compromis la sincérité de ses doctrines par de basses ambitions d'honneur académique et de grosses places. C'est comme si je l'entendais, songea Sixte. Ce qu'il peut dire de mes livres, ce n'est rien encore, mais la psychologie, c'est pourtant la science d'où dépeint l'avenir de ce pays-ci. Comme on voit, le philosophe était arrivé
semblable sur ce point aux autres systématiques, à faire de ces doctrines le centre du monde. Il raisonnait à peu près ainsi. Étant donné un fait historique, quelle en est la cause principale ? Un état général des esprits. Cet état des esprits dérive lui-même des idées en cours. La Révolution française, par exemple, procède tout entière d'une conception fausse de l'homme qui découle de la philosophie cartésienne. Il en concluait que pour modifier la marche des événements, il fallait d'abord modifier les notions reçues sur l'âme humaine et installer à leur place des données précises d'où résulteraient une éducation et une politique nouvelles. Le plus curieux était que cette théorie avait fait de cet athée un monarchiste aussi passionné qu'un Bonald ou un Joseph de Maistre. Aussi, en s'indignant contre Dumoulin, croyait-il de bonne foi s'indigner contre un obstacle au bien public. Il eut quelques mauvaises minutes à se figurer ainsi cet adversaire détesté, prenant en texte de la mort de mademoiselle de Jussat pour une vigoureuse sortie contre la science moderne de l'esprit. Faudra-t-il lui répondre encore ? Se demanda Sixte, pour qui déjà l'attaque de son rival ne faisait plus doute. Oui, insista-t-il, et cette fois à voix haute, je lui répondrai, et de ma meilleure encre. Il se trouvait derrière le chevet de Notre-Dame, et il s'arrêta pour considérer l'architecture de ce monument. L'antique cathédrale lui symbolisait d'habitude le caractère touffu de l'esprit germanique, qu'il opposait en pensée à la simplicité de l'esprit hellénique, représenté pour lui par une photographie du Parthénon contemplée autrefois durant de longues séances dans la bibliothèque de Nancy. Telle était sa matière de sentir les arts. Le souvenir de l'Allemagne, subitement rappelé, changea pour une seconde le cours de sa pensée. Il évoqua presque malgré lui Hegel, puis la doctrine de l'identité des contradictoires, puis la théorie de l'évolution qui en est sortie. Cette dernière idée se rejoignit à celle qui venait de l'agiter, et tout en reprenant sa marche, il commença d'argumenter en lui-même contre des objections prévues de Dumoulin sur le cas du jeune Gresloup. Pour la première fois depuis le début de l'entretien avec le magistrat, le drame du château de Jussarandon faisait réalité devant son intelligence, car il y pensait avec la portion réelle de sa nature, sa faculté de psychologue. Il oublia aussi bien Dumoulin que les inconvénients possibles du voyage à Rion, et sa tête fut absorbée tout entière par le problème moral que posait ce crime. La première question aurait dû être celle-ci. Robert Gresloup a-t-il vraiment assassiné mademoiselle de Jussat ? Le philosophe n'y songea même point, s'abandonnant sans s'en rendre compte à ce défaut des esprits généralisateurs qui ne vérifient jamais qu'à demi les données sur lesquelles ils spéculent. Les faits ne sont pour eux qu'une matière à exploitation théorique, et ils les déforment volontiers pour mieux échafauder leur système. Celui-ci reprit la formule par laquelle il s'était résumé ce drame à lui-même. Un jeune homme qui devient jaloux et qui tue. Voilà une preuve de plus à l'appui de ma thèse, que l'instinct de la destruction et celui de l'amour s'éveillent ensemble chez le mâle. Il s'était servi de ce principe pour écrire dans sa théorie des passions un chapitre d'une extraordinaire audace sur les aberrations du sens génésique. La réapparition de l'animalité féroce chez le civilisé suffirait seule à expliquer cet acte. Il faudrait ensuite étudier l'hérédité personnelle de l'assassin. Il s'efforça de se représenter Robert Gresloup sans parvenir à ressusciter de cette image d'autres traits que ceux qui confirmaient l'hypothèse déjà ébauchée dans sa tête. Ses yeux noirs, très brillants, ses gestes trop vifs, cette manière brusque d'entrer en relation avec moi, ses enthousiasmes en me parlant. Il y avait du détraquement nerveux dans ce garçon. Le père est mort jeune. Si l'on établissait qu'il y a de l'alcoolisme dans la famille, peut-être aurait-on là un beau cas de ce que le grand Dussault appelle l'épilepsie larvée. Nous expliquerions ainsi le mutisme de ce jeune homme et ses dénégations pourraient être de bonne foi. C'est la différence essentielle que Dussault indique entre l'épileptique et l'aliéné. Ce dernier se souvient de ses actes, l'épileptique les oublie. Serait-ce donc un épileptique larvé ?
Parvenu à ce point de sa rêverie, le philosophe eut un moment de véritable joie. Il venait, suivant une habitude chère à ceux de sa race, de fabriquer une construction d'idées qu'il prenait pour une explication. Il considéra cette hypothèse de plusieurs côtés, se remémorant divers exemples cités par son auteur dans son beau traité de médecine légale, tant et si bien qu'il arriva jusqu'au jardin des plantes où il pénétra par la grande porte du quai Saint-Bernard. Il tourna sur la droite, par une allée plantée d'arbres anciens dont les fûts se contorsionnent, blindés de fer et récrépis de plâtre. Il flottait dans l'air, devenu très vif, un sauvage relent émané des bêtes fauves qui tournent dans leur cage grillée près de là. Le philosophe fut distrait de sa méditation par cette odeur, et il se prit à contempler un grand vieux sanglier de hure énorme, qui, debout sur ses pattes minces, tendait son mufle, mobile et avide entre ses défenses. Et dire, songea le savant, que nous ne nous connaissons guère plus que cet animal ne se connaît. Ce que nous appelons notre personne, c'est une conscience si vague, si trouble des opérations qui s'accomplissent en nous. Puis revenant à Robert Gresloup, qui sait? Ce jeune homme était préoccupé par la multiplicité du moi. N'avait-il pas un sentiment obscur qu'il portait en lui deux états très distincts, comme une condition première et une condition seconde, deux êtres enfin? Un lucide, intelligent, honnête, amoureux des travaux de l'esprit, celui que j'ai connu, et un autre, ténébreux, cruel, impulsif, celui qui a tué. Évidemment, c'est un cas. Je suis bien heureux de l'avoir rencontré. Il oubliait qu'en sortant du palais de justice, il déplorait ses rapports avec l'accusé de Riom. Ce sera une bonne fortune que d'étudier la mère à présent. Elle me fournira des documents exacts sur les ascendants. Cela manque à notre psychologie. De bonnes monographies faites de visu sur la structure mentale des grands hommes et des criminels. J'essaierai de dresser celle-ci. Toute passion sincère est égoïste. Les intellectuels comme les autres. Ainsi, le philosophe qui n'aurait pas, comme on dit, fait du mal à une mouche, marchait d'un pas plus allègre en s'acheminant vers la porte de la rue Cuvier, d'où il gagnerait la rue de Jussieu, puis la rue Guy de la Brosse. Et il allait avoir une entrevue avec une mère au désespoir qui venait sans doute le supplier qu'il l'aidât à sauver la tête d'un fils peut-être innocent. Mais l'innocence possible du prévenu, la douleur de la mère, l'action qu'il serait lui-même appelé à jouer dans cette nouvelle scène, tout s'effaçait devant l'idée fixe de la note à prendre, du petit fait significatif à collectionner. 4 heures sonnaient, quand ce singulier songeur, qui ne soupçonnait pas plus sa propre férocité qu'un médecin charmé par une belle autopsie, déboucha sur son trottoir et arriva devant sa maison. Sur le seuil de la porte cochère se tenaient 2 hommes, le père Carbonnet et le commissionnaire habituellement installé au coin de la rue. Le dos tourné au côté par où venait Adrien Sixte, il regardait en riant les titubations d'un ivrogne égaré sur le trottoir d'en face, et ils échangeaient les propos qu'un pareil spectacle suggère aux gens du peuple. Le coq Ferdinand tournait à leurs pieds bruns et illustrés, et il picotait l'entre-deux du pavé. « En voilà un qui a bu un coup de trop, pour sûr de sûr, » disait le commissionnaire. « Et si je vous disais, moi, » répondait Carbonnet, « que s'il est comme ça, c'est qu'il n'a pas bu assez. Car s'il avait bu davantage, il serait tombé chez le marchand de vin, et il serait pas à faire le Langivam à la Bilgicourt le long des murs. Bon, le voilà qui bute sur la dame en noir. » Les 2 interlocuteurs, qui ne voyaient pas venir le philosophe, lui barraient la porte. Ce dernier, avec son aménité habituelle de manière, hésita 1 minute à les déranger. Machinalement, il suivit l'ivrogne, lui aussi du regard. C'était un malheureux en haillons bourgeois, le chef coiffé d'un chapeau de haute forme délavé par d'innombrables averses, les pieds dansant dans des bottines crevées. Il s'était heurté à une personne en grand deuil qui se tenait debout sur le trottoir de la rue Guy de la Brosse, à l'angle de la rue Linné.
Sans doute cette personne épiait du côté de cette dernière rue une arrivée qui l'intéressait beaucoup car elle ne se retourna pas au premier moment. L'homme, en haillons, avec l'insistance des gens ivres, commença de faire des excuses à cette femme qui finit par s'apercevoir de cette présence. Elle s'écarta en faisant un geste de dégoût. L'ivrogne eut alors un accès subit de colère et, appuyé au mur, lança quelques phrases injurieuses. Il se fit autour d'eux un attroupement de plusieurs enfants qui jouaient. Le commissionnaire se prit à rire, Carbonnet de même, puis comme il se retournait pour chercher son coq, grommela « Où est-il encore allé cadencer, ce futé-là » Il aperçut Adrien Sixte, derrière lequel Ferdinand s'était réfugié, et qui s'attardait lui aussi à suivre des yeux la scène entre l'ivrogne et l'inconnu. « Ah, monsieur Sixte !» fit le concierge. « Justement, cette dame en noir vient de vous demander 2 fois depuis un quart d'heure. Elle a dit que vous l'attendiez. »« Allez la chercher, » répondit le savant. Et en lui-même, « c'est la mère, songea-t-il. » Son premier mouvement fut de rentrer aussitôt, puis une espèce de timidité le retint, et il demeura là sur le pas de la porte, tandis que le concierge, coiffé de sa casquette un peu haute, son tablier de cuir autour du corps, courait, suivi de son coq qui se hâtait derrière lui jusqu'au groupe amassé au coin de la rue. La femme n'eut pas plus tôt entendu la phrase du père Carbonnet qu'elle se dirigea, laissant là le maître de Ferdinand gourmander l'ivrogne, vers la maison du philosophe. Ce dernier, continuant d'instinct les raisonnements de sa promenade, remarqua aussitôt une ressemblance singulière entre la personne mystérieuse qui venait à lui et le jeune homme sur lequel il avait été interrogé. C'était le même regard brillant dans un visage très pâle, et la même coupe d'un maigre visage. Cette fois, il n'eut plus le moindre doute, et tout de suite, l'implacable psychologue, curieux seulement du cas à étudier, céda la place au bonhomme gauche, malhabile à la vie pratique, embarrassé de son long corps et gêné jusqu'au supplice de la première phrase à prononcer. Madame Gréloux, c'était elle en effet, lui rendit le service de lui dire aussitôt en l'abordant « Je suis, monsieur, la personne qui vous a écrit hier. » « Très honoré, madame, » balbutia le philosophe. « Je regrette de n'avoir pas été chez moi plus tôt, mais votre lettre disait 4 heures. Et puis je sors justement de chez le juge d'instruction où j'ai été appelé pour témoigner à l'occasion de ce malheureux enfant. »« Ah, monsieur !» dit la mère en appuyant sa main sur le bras d'Adrien Sixte pour arrêter sa phrase, et lui montrant du regard le commissionnaire qui restait dans l'angle de la porte à tendre l'oreille. « Pardon, » fit le savant qui comprit la cruauté de sa distraction. « Si vous voulez me permettre de passer devant vous pour vous montrer le chemin ?» Il s'engagea sous la voûte afin de cacher la rougeur dont il se sentait couvert. Il commença de monter l'escalier que l'obscurité envahissait par cette fin d'un après-midi d'hiver. Il allait doucement afin de ménager la lassitude de sa compagne qui se tenait à la rampe, comme si elle gardait à peine assez d'énergie physique pour suffire à l'effort de gravir ces 4 étages. Un souffle court, et qui s'entendait dans le silence profond de cette maison vide, trahissait la faiblesse de la misérable femme. Si peu sensible aux impressions du monde extérieur que fut le philosophe, il demeura saisi d'une obscure pitié quand, une fois entré dans son cabinet au volet clos, qu'éclairait doucement le feu et la lampe allumée déjà par sa servante, il regarda sa visiteuse bien en face. Les rides creusées au coin de la bouche et le long des ailes du nez, les lèvres sèches de fièvre, le pli des sourcils contractés, les meurtrissures des paupières, l'énervement des mains gantées de noir qui maniaient un rouleau de papier, sans doute quelques mémoires justificatifs, tous les détails enfin de cette physionomie révélaient les tortures de l'idée fixe. Et à peine tombée plutôt qu'assise sur le fauteuil, elle dit d'une voix brisée « Mon Dieu, je suis donc arrivée trop tard. Je voulais vous parler, monsieur, avant votre entretien avec le juge. Mais vous l'avez défendu, n'est-ce pas? Vous avez dit que ce n'était pas possible, qu'il n'avait pas commis ce dont on l'accuse. Vous ne le croyez pas coupable, vous, monsieur, qui l'appelait son maître, vous qui l'aimez tant. » « Je n'ai pas eu à le défendre, madame, » dit le philosophe.
On m'a demandé quelles avaient été mes relations avec lui, et comme je ne l'ai vu que 2 fois et qu'il ne m'a jamais parlé que de ses études... Oh, interrompit la mère avec un profond accent d'angoisse, et elle répéta: Je suis arrivée trop tard, mais non, insista-t-elle en joignant ses mains qui tremblaient. Vous viendrez, monsieur, pour déposer devant la cour d'assises qu'il ne peut pas être coupable, que vous savez qu'il ne le peut pas. On ne devient pas un assassin, un empoisonneur d'un jour à l'autre. La jeunesse des criminels annonce leurs crimes. Ce sont des mauvais sujets, des joueurs, des coureurs de café. Mais lui, monsieur, depuis qu'il était tout enfant, avec son pauvre père, toujours dans les livres, c'était moi qui lui disais: Allons, Robert, sors, il faut sortir prendre l'air, te distraire. Si vous aviez vu quelle douce petite vie nous faisions, lui et moi, avant qu'il n'entrât dans cette famille maudite. Et c'est à cause de moi, c'est pour ne plus rien me coûter qu'il est entré pour continuer ses études. Il aurait été agrégé dans 3 ou 4 ans, puis il aurait pris une place dans un lycée à Clermont peut-être. Je l'aurais marié, j'avais en vue pour lui un joli parti. Je serais resté là, moi, dans un coin, à soigner ses enfants. Ah, monsieur! Il cherchait dans les yeux du philosophe une réponse en accord avec son passionné désir. Dites, si c'est possible qu'un fils qui avait ces idées-là ait fait ce qu'il raconte, c'est une infamie, n'est-ce pas, monsieur, que c'est une infamie? Calmez-vous, madame, calmez-vous. C'étaient les seuls mots qu'Adrien Sixte sut répondre à cette mère qui déplorait devant lui, d'un accent si déchirant, la ruine de ses plus intimes espérances. D'autre part, placée encore sous l'impression de son entretien avec le juge, elle lui paraissait si follement égarée hors de la vérité, en proie à des illusions si aveugles qu'il en demeurait stupéfié, et aussi, pourquoi ne pas l'avouer, la nouvelle perspective du voyage à Rion l'épouvantait autant que cette douleur humaine le saisissait. Ces diverses impressions se traduisirent dans son regard par une incertitude, une absence de chaleur à laquelle la mère ne se trouva guère. Les souffrances extrêmes ont les intuitions infaillibles de l'instinct. Cette femme comprit que le philosophe ne croyait pas à l'innocence de son fils, et dans un geste d'accablement, se reculant de lui comme avec horreur, elle gémit. « Comment? Vous aussi, monsieur? Vous êtes avec ses ennemis, vous? Non, madame, répondit doucement Adrien Sixte. Je ne suis pas un ennemi. Je ne demande pas mieux que de croire ce que vous croyez. Mais vous me permettez de vous parler en toute franchise. Les faits sont les faits, et ils sont terribles contre ce malheureux enfant. Ce poison acheté clandestinement, cette bouteille jetée par la fenêtre, cette autre bouteille vidée à moitié puis remplie d'eau, cette sortie de la chambre de la jeune fille, la nuit de la mort, cette fausse dépêche, ce départ subi, ces lettres brûlées, et puis ces dénégations. Mais il n'y a pas une preuve dans tout cela, monsieur, interrompit la mère. Pas une. Ce départ subi, il voulait quitter sa place depuis plus d'1 mois. J'ai ces lettres où il m'annonce ce projet. Et d'ailleurs la fin de son engagement approchait. Il s'est imaginé qu'on voudrait le garder, et il en avait assez de cette vie de précepteur. Et puis comme il est timide, il a donné un faux prétexte et inventé cette malheureuse dépêche, voilà tout. Le poison. Mais il ne l'a pas acheté secrètement. Il avait souffert de l'estomac voici des années. Il avait tant étudié après ses repas. Cette sortie la nuit. Mais qui l'a vu? Un domestique? Et si c'est ce domestique qui est payé pour accuser mon fils par le véritable assassin? Est-ce que je connais les intrigues qu'avait cette jeune fille qui a pu avoir intérêt à le tuer? Cette bouteille jetée, cette autre à moitié remplie, ces lettres brûlées. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est la suite d'un plan pour faire tomber les soupçons sur lui? Comment? Pourquoi? Ça se découvrira un jour, allez. Ce que je sais, moi, c'est que mon fils n'est pas coupable. Je le jure sur la mémoire de son père. Oh, croyez-vous que je défendrais comme cela si je le sentais criminel?
je demanderai pitié, je sangloterai, je prierai, au lieu que maintenant je crie justice, justice. Non, ces gens-là n'avaient pas le droit de l'accuser comme ils ont fait, de le jeter en prison, de déshonorer notre nom pour rien, pour rien. Car enfin, monsieur, je vous l'ai démontré, il n'y a pas une preuve. S'il est innocent, alors, pourquoi cette obstination à se taire ? Dit le philosophe qui pensa en lui-même que la pauvre femme ne lui avait rien démontré, sinon son acharnement à lutter contre l'évidence. « Et s'il est coupable, il parlerait !» s'écria madame Gresloup. « Il se défendrait, il mentirait, non !» ajouta-t-elle d'une voix plus sourde. « Il y a un mystère. Il sait quelque chose, cela j'en suis sûr, qu'il ne veut pas dire. Il a quelques raisons de ne pas parler. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas la déshonorer, cette jeune fille, puisqu'il prétende qu'il l'aimait. Ah, monsieur, fit-elle en joignant les mains, si j'ai voulu à tout prix vous voir, si j'ai quitté Riom pour 2 jours, c'était aussi pour cela. Il n'y a que vous qui puissiez le faire parler, obtenir de lui qu'il se défende, qu'il se justifie, qu'il dise. Il faut que vous me promettiez de lui écrire, de venir là-bas. Vous me devez bien cela, insista-t-elle d'une voix dure. Vous m'avez tant fait souffrir. Moi ? interrogea le philosophe. Oui, vous, reprit-elle âprement, et tandis qu'elle parlait, son visage exprimait la sombre énergie d'ancienne rancune. S'il a perdu la foi, à qui la faute ? À vous, monsieur, à vos livres, mon Dieu, que je vous ai haï à cette époque. Je le vois encore, et sa figure, quand il m'a dit qu'il ne communierait pas le jour des morts, parce qu'il avait des doutes. Et ton père, lui ai-je dit, un jour des morts. Il m'a répondu, laisse-moi, je ne crois plus, c'est fini. Il était assis à sa table, et il avait un volume devant lui, qu'il ferma en me parlant. Je me souviens, je lus le nom de l'auteur, là, machinalement. C'était le vôtre, monsieur. Je ne discutais pas avec lui ce jour-là. C'était un grand savant, déjà, et moi une pauvre ignorante. Mais le lendemain, pendant qu'il était à son collège, j'amenai monsieur l'abbé Martel, qui l'avait élevé dans la chambre de travail pour lui montrer la bibliothèque. J'avais le pressentiment que c'était des lectures qui avaient perdu mon fils. Votre livre, monsieur, était encore sur la table. Monsieur l'abbé Martel le prit, et il me dit, celui-là, c'est le pire de tous. Monsieur, pardon si je vous blesse, pardon, mais voyez-vous, si mon fils est encore le chrétien qu'il a été, j'irai supplier son confesseur qu'il lui ordonna de parler. Vous lui avez pris la foi, monsieur. Je ne vous le reproche plus, je ne vous en veux plus, mais ce que j'aurais demandé au prêtre, je viens vous le demander. Si vous l'aviez entendu quand il est revenu de Paris, il me disait de vous, tu ne le connais pas, maman, tu le vénérais. C'est un saint. Oh, promettez-moi de le faire parler, qu'il parle pour moi, pour son père, pour ceux qui l'aiment, pour vous, monsieur, qui ne pouvez pas avoir eu pour élève un assassin, car c'est votre élève, vous êtes son maître, il vous doit de se défendre comme à moi, sa mère. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.